Imaginez être touché 9 fois par un peloton d'exécution et vous en sortir vivant. Ou tomber de 33 000 pieds d'un avion en explosion, sans parachute, et survivre. Ou être la cible de plus de 600 tentatives d'assassinat et mourir de vieillesse. Ce ne sont pas des scénarios de films, ce sont des histoires documentées, incroyablement vraies, des individus les plus ridiculement chanceux de l'histoire. Il ne s'agit pas ici de compétence ou de courage, il s'agit de personnes qui sont devenues des anomalies statistiques vivantes et bien réelles. 1. Peter Freuchen n'était pas simplement un explorateur danois. C'était un colosse d'1,98 m qui traitait l'Arctique comme son jardin personnel. Mais un jour, le jardin a essayé de l'enterrer. Pris dans un blizzard, il creusa un trou pour s'abriter, pour se retrouver piégé sous une avalanche soudaine de neige et de glace qui gela aussi solidement que du béton. Ses outils hors de portée, Peter faisait face à un tombeau de glace. Alors, il fit ce que tout homme ingénieux et désespéré aurait fait. Il déféqua, façonna ses excréments en un long ciseau pointu et attendit que celui-ci gèle complètement dans les températures arctiques. Armé de sa dague de matière fécale fraîchement forgée, il se tailla un chemin vers la sortie. En prime, il dut par la suite s'amputer lui-même les orteils gangrenés avec une pince et sans anesthésie. Sérieusement, la vie de ce type était un film de survie en mode extrême. 2. En 1945, un bombardier B-25 perdu dans un épais brouillard s'écrasa directement sur les 70e et 70e étages de l'Empire State Building. Betty Lou Oliver, opératrice d'ascenseur, se trouvait au 80e étage et fut projetée hors de sa cabine par l'explosion, souffrant de graves brûlures. Les secouristes la placèrent dans un ascenseur voisin pour la mettre en sécurité. C'est alors que sa chance passa de terrible à catastrophique, avant de boucler la boucle jusqu'au miraculeux. Les câbles de l'ascenseur, endommagés lors du crash, se rompirent. Betty Lou Oliver chuta de 75 étages en ligne droite. Mais voici le plus incroyable. Les 300 mètres de câbles sectionnés étaient déjà tombés au fond de la cage d'ascenseur, s'enroulant en un coussin dense et élastique. La cabine en chute libre atterrit sur ce trampoline métallique improvisé et elle survécut. Elle détient le record Guinness de la plus longue chute en ascenseur dont on ait réchappé. On peut parler d'un atterrissage en douceur. 3. Si jamais vous rencontrez quelqu'un comme Fran Selak, le professeur de musique croate, gardez peut-être vos distances. Cet homme était un film Destination Finale ambulant. En 1962, son train plongea dans une rivière glacée et il survécut. Un an plus tard, il fut aspiré par une porte d'avion défectueuse et atterrit dans une meule de foin, tandis que 19 autres passagers périrent. Puis son bus dérapa et tomba dans une rivière. Sa voiture prit feu à 2 reprises. Il fut renversé par un bus. Finalement, sa voiture bascula d'une falaise, il fut éjecté et parvint à s'accrocher à un arbre tandis que sa voiture explosait 90 mètres plus bas. Après avoir flirté avec la mort 7 fois, l'univers décida apparemment de s'excuser. À 73 ans, il acheta un billet de loterie pour la première fois en 40 ans et remporta près d'1 million de dollars. J'imagine qu'il avait épuisé toute sa malchance. 4. Timothy Dexter était un homme d'affaires américain fantastiquement inintelligent du XVIIIe siècle qui, de l'avis de tous, aurait dû mourir sans le sou. Ses rivaux fortunés et cultivés lui donnaient constamment de terribles conseils d'investissement, espérant le ruiner. Ils lui dirent de vendre des bassinoires, utilisées pour chauffer les lits dans la froide Nouvelle-Angleterre, aux Antilles tropicales. Une idée stupide, n'est-ce pas? Il le fit quand même. Les habitants découvrirent qu'elles étaient parfaites pour loucher la mélasse, et il réalisa un profit considérable. Ensuite, ils lui suggérèrent sarcastiquement d'expédier du charbon à Newcastle, la ville anglaise qui était le premier producteur mondial de charbon. C'était la définition même d'une entreprise inutile. Dexter le fit, et son navire arriva en plein milieu d'une grève massive des mineurs, ce qui lui permit de vendre son charbon à un prix astronomique. Il échoua vers le haut si fort qu'il fit sauter le système. 5. L'histoire de Maggie Dickson est la preuve que parfois, un travail mal fait peut sauver une vie. En 1724, à Édimbourg, Maggie fut reconnue coupable d'un crime et condamnée à la pendaison. L'exécution se déroula comme prévu. Elle fut pendue, resta suspendue le temps requis
et fut déclarée morte. Son corps fut placé dans un cercueil en bois et chargé sur une charrette pour l'enterrement. Cependant, en chemin vers le cimetière, les personnes qui la transportaient entendirent un bruit de coups terrifiant provenant de l'intérieur du cercueil. Ils l'ouvrirent et trouvèrent Maggie, bel et bien vivante et probablement très désorientée. Selon le droit écossais de l'époque, sa sentence était d'être pendue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puisque la sentence avait techniquement été exécutée, elle ne pouvait pas être mise à mort une seconde fois pour le même crime. Elle fut légalement libre de partir et vécut encore 40 ans, à jamais connue sous le nom de Maggie la demi-pendue. 6. Violette Jessop est peut-être la femme la plus malchanceuse, ou la plus chanceuse, à avoir jamais travaillé en mer. C'était une hôtesse de paquebot qui avait la curieuse habitude de se trouver à bord des navires lors de leurs pires moments. D'abord, elle travaillait sur le RMS Olympique lorsqu'il entra en collision avec un navire de guerre britannique en 1911. Le navire fut gravement endommagé, mais regagna le port tant bien que mal. Un an plus tard, elle accepta un poste sur son tout nouveau navire jumeau, le prétendument insubmersible RMS Titanic. Nous savons tous comment ce voyage se termina. Violette fut placée dans un canot de sauvetage et survécut à ce désastre historique. On pourrait croire qu'elle aurait changé de carrière, mais non. Pendant la Première Guerre mondiale, elle servit comme infirmière sur le 3e navire jumeau, le HMHS britannique. En 1916, il heurta une mine allemande et coula en moins d'1 heure. Et oui, Violette survécut à cela aussi. Si un jour vous inventez une machine à voyager dans le temps et que vous la voyez réserver une croisière, prenez le train. 7. Les chances d'être frappé par la foudre au cours d'une vie sont d'environ 1 sur 15 de 300. Alors, s'il vous plaît, faites la connaissance de Roy Sullivan, un garde forestier américain qui, apparemment, s'était fait un ennemi personnel du dieu du tonnerre. Roy a été frappé par la foudre non pas une fois, non pas 2 fois, mais 7 fois officiellement enregistrées entre 1942 et 1977. Il a été touché dans une tour de guet, au volant de son camion, debout dans son propre jardin et même en train de pêcher. Les impacts ont mis le feu à ses cheveux, arraché la chaussure de son pied et lui ont laissé de nombreuses brûlures. Il a fini par croire qu'une force surnaturelle cherchait activement à le détruire. Et qui pourrait le lui reprocher? Pendant un temps, il emportait même une bouteille d'eau partout où il allait, au cas où. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait le paratonnerre humain. 8. De tous les milliards de personnes ayant jamais vécu, une seule est officiellement confirmée comme ayant été directement frappée par une météorite. Elle s'appelait Anne Hodge. En novembre 1954, elle faisait la sieste sur son canapé à Sylacauga, en Alabama, quand un morceau de roche venu de l'espace pesant près de 4 kilos a traversé son toit. Il a percuté sa grande radioconsole, a ricoché dessus et est venu s'écraser sur sa hanche. L'impact lui a laissé un énorme hématome en forme d'ananas, mais elle était par ailleurs indemne. Songez aux probabilités cosmiques que cela représente. Un fragment d'astéroïde, ayant voyagé pendant des millions d'années à travers le vide spatial, a achevé son périple en infligeant un vilain bleu à une femme pendant son sommeil. C'est sans doute l'événement céleste le plus ciblé, et pourtant, en fin de compte, le plus inoffensif, de toute l'histoire de l'humanité. 9. Imaginez tomber d'un avion à 10 000 mètres d'altitude. Maintenant, imaginez le faire sans parachute. C'est ce qui est arrivé à Vesna Vulović, une hôtesse de l'air serbe de 22 ans, en 1972. Une bombe, vraisemblablement dissimulée dans une mallette, a déchiqueté son avion en plein vol et elle a chuté vers la terre, prisonnière d'une section du fuselage. Par miracle, ce cercueil de métal a atterri selon l'angle idéal sur le flanc boisé d'une montagne en Tchécoslovaquie, recouvert d'une épaisse couche de neige, amortissant suffisamment l'impact. Elle a été trouvée par un villageois qui avait été infirmier pendant la Seconde Guerre mondiale et qui savait comment la maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Elle s'est réveillée d'un coma sans aucun souvenir de la chute et ses premiers mots auraient été pour demander une cigarette. Elle a survécu à la plus haute chute sans parachute jamais enregistrée, prouvant que parfois, l'univers a une manière très étrange et violente de vous rendre célèbre. 10.
Survivre à une bombe atomique est un miracle statistique. Survivre à deux, c'est une blague cosmique avec une chute terrible. Et Tsutomu Yamaguchi est celui qui l'a entendu. En août 1945, cet ingénieur de 29 ans se trouvait à Hiroshima, en voyage d'affaires lorsque la bombe Little Boy a explosé à moins de 3 km de lui. Le souffle lui a perforé les tympans et lui a laissé de graves brûlures. Mais il était vivant. Alors, que fait-on après avoir survécu à un apocalypse nucléaire? On rentre chez soi. Le lendemain, grièvement blessé, il a pris un train pour regagner sa ville natale de Nagasaki. Le surlendemain, alors qu'il décrivait le champignon atomique à son patron incrédule, la seconde bombe atomique, Fat Man, a explosé. Une fois de plus, il se trouvait dans le rayon de l'explosion. Et une fois de plus, il a survécu. Il a vécu jusqu'à 93 ans, témoignage vivant à la fois de la puissance destructrice de l'humanité et du refus absurde d'un homme de mourir. 11. Certaines personnes collectionnent les timbres. Le cycliste professionnel néerlandais, Maarten de Jong, lui, semble collectionner les expériences de mort imminente avec Malaysia Airlines. En mars 2014, il devait prendre le vol MH370, celui qui a mystérieusement disparu sans laisser de traces. À la dernière minute, il a trouvé un vol moins cher sans longue escale et a changé de billet. Quelques mois plus tard, en juillet, il avait réservé une place sur le vol MH17. Juste avant de partir pour l'aéroport, il a décidé d'économiser quelques centaines d'euros et a échangé son billet pour un autre vol partant quelques jours plus tard. Le MH17 a été abattu au-dessus de l'Ukraine, tuant tous les passagers à bord. 2 fois en 5 mois, la frugalité de cet homme lui a sauvé la vie. Il a littéralement échappé à 2 des catastrophes aériennes les plus tristement célèbres du XXIe siècle parce qu'il était un acheteur avisé. Je parie qu'il ne volera plus jamais avec une autre compagnie aérienne. 12. Pendant 3 jours, Harrison Hawken a été piégé dans un cauchemar. Il était cuisinier sur un remorqueur nigérian lorsque celui-ci a chaviré et coulé à 30 mètres de profondeur au fond de l'océan Atlantique. Tandis que ses 11 coéquipiers se noyaient, Hawken a été emporté par l'eau dans une salle de bain de bureau qui avait miraculeusement formé une poche d'air d'environ 1,20 m. Dans l'obscurité totale, transi de froid, avec pour seule ressource une canette de coca, il s'est assis sur une caisse renversée et a écouté les bruits de créatures marines inconnues dévorant les corps de ses amis. Lorsqu'une équipe de plongeurs de sauvetage est arrivée, leur mission était la sinistre récupération des corps. Imaginez leur stupeur absolue lorsque, en inspectant l'épave, une main a soudain surgi de l'obscurité et les a agrippés. Hawken avait survécu pendant près de 72 heures dans un tombeau sous-marin. Son sauvetage a été un miracle qui n'arrive qu'une fois sur 1 million. 13. En mai 1902, être arrêté fut la meilleure chose qui pouvait arriver à Ludger Silbaris. Il fut jeté dans une cellule d'isolement dans la ville de Saint-Pierre, sur l'île de la Martinique, pour avoir participé à une bagarre d'ivrogne. Quelques jours plus tard, le volcan voisin, la montagne Pelée, entra en éruption dans l'une des explosions les plus violentes du XXe siècle. Un flux pyroclastique surchauffé, se déplaçant à des centaines de kilomètres à l'heure, incinéra instantanément la ville, tuant ses 30 000 habitants. Tous, sauf un. La cellule de Ludger était un caisson de pierre mal ventilé, à l'épreuve des bombes, partiellement enterré, qui le protégea de la chaleur mortelle et des gaz. Il fut découvert 4 jours plus tard, horriblement brûlé mais vivant. Il fut gracié pour ses crimes et fit ensuite une tournée avec le cirque Barnum and Bailey sous le nom de l'homme qui a survécu au jugement dernier. 14. L'explosion de Halifax en 1917 fut la plus grande déflagration d'origine humaine de l'ère préatomique, un événement catastrophique qui rasa une immense partie de la ville canadienne. Au milieu de ce chaos se trouvait un marin britannique du nom de Charles Mayhew, qui se tenait sur le front de mer quand le monde explosa. L'onde de choc le propulsa comme un boulet de canon humain, l'envoyant voler sur environ 2 km, soit plus d'1 mile, à travers les airs. La force brute de l'onde de choc arracha de son corps jusqu'au dernier lambeau de vêtements. Il finit par atterrir, entièrement nu et hébété, mais bel et bien vivant, dans un champ de l'autre côté du port, avec seulement des blessures légères. Imaginez essayer d'expliquer cette succession d'événements.
Vous n'avez pas simplement survécu à l'apocalypse, vous avez effectué un bref vol, terrifiant et involontaire pour lui échapper. 15. Le pilote de la Première Guerre mondiale U.S. Lawrence gagna son surnom de Lucky, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Lors d'un combat aérien, son avion entra en collision avec un appareil allemand, une situation qui se termine généralement par une mort dans les flammes. Lawrence fut violemment éjecté de son cockpit et commença à chuter vers le sol. Mais c'est là que la réalité prit un virage brusque vers la physique des dessins animés. Au lieu de tomber vers une mort certaine, il atterrit en plein sur l'empennage du même avion allemand avec lequel il venait de se percuter. Le pilote allemand, tout aussi stupéfait mais luttant encore pour garder le contrôle de son appareil en vrille, parvint à effectuer un atterrissage en catastrophe. Les deux hommes survécurent et Lawrence fut aussitôt fait prisonnier de guerre. Ce n'était pas simplement survivre, c'était survivre avec un niveau impossible de panache acrobatique. 16. Alors que les soldats de la Seconde Guerre mondiale étaient armés de mitrailleuses, de grenades et de chars, l'officier britannique John Churchill, plus connu sous le nom de Mad Jack, trouvait tout cela un peu ennuyeux. Ses armes de prédilection étaient une épée écossaise à large lame, un arc long et une cornemuse. Ce n'était pas une plaisanterie. On lui attribue le dernier kill à l'arc long jamais enregistré en temps de guerre, lorsqu'il abattit un sous-officier allemand en 1940. Il captura un jour 42 soldats allemands et une équipe de mortiers armés uniquement de son épée. Il donnait le signal de la charge en jouant de la cornemuse, un son terrifiant et déroutant sur un champ de bataille moderne. Sa devise personnelle était « Tout officier qui part au combat sans son épée n'est pas correctement habillé ». Que cet homme ait survécu à toute la guerre témoigne de l'idée que parfois, être imprévisible et complètement fou constitue la meilleure défense qui soit. 17. Quand on saute d'un avion, on s'inquiète que son parachute ne s'ouvre pas ou d'un mauvais atterrissage. On ne s'inquiète pas d'être abattu par un tireur d'élite cosmique. Mais pour le parachutiste norvégien Anders Helstrup, cela faillit devenir réalité. Pendant un saut, quelque chose de sombre et de rocheux fila à toute vitesse près de sa tête. Il ne sentit rien, mais les caméras de son casque captèrent tout. C'était une météorite, précisément dans sa phase de vol sombre, après avoir cessé de brûler. Il avait filmé les toutes premières images d'une météorite traversant le ciel du point de vue d'un parachutiste. Les probabilités que cela se produise sont si astronomiquement faibles qu'il est pratiquement impossible de les calculer. C'est une chose d'avoir de la chance. C'en est une autre d'esquiver de justesse une balle tirée depuis la ceinture d'astéroïdes il y a des millions d'années. L'univers tenta de le foudroyer et le manqua de quelques centimètres. 18. Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis, était un homme si réputé pour sa dureté qu'on le surnommait Old Hickory. En 1835, cette réputation fut mise à l'épreuve ultime lors de la toute première tentative d'assassinat présidentiel. Un peintre en bâtiment mécontent nommé Richard Lawrence s'approcha de Jackson et lui tira dessus avec un pistolet à bout portant. Clic. Raté. Tandis que Lawrence sortait un second pistolet, Jackson, en parfait forcené qu'il était à 67 ans, ne s'enfuit pas et ne se cacha pas. Il chargea, brandissant sa canne pour rouer l'assassin de coups. Lawrence tira avec le second pistolet. Clic. Encore un raté, les probabilités que deux pistolets distincts, correctement chargés, fassent long feu par le temps humide de ce jour-là, furent calculées par la suite à 1 sur 125 000. Il semble que même la poudre à canon était trop intimidée pour fonctionner correctement en présence d'Andrew Jackson. 19. Si la survie était un sport de compétition, le roi Zog Ier d'Albanie en serait le champion du monde incontesté. Cet homme n'était pas simplement chanceux. Il avait fait carrière dans l'art d'esquiver la mort. Au cours de son règne, il aurait survécu à plus de 55 tentatives d'assassinat. Ce n'est pas une faute de frappe, 55. Et il ne s'agissait pas non plus de complots ourdis à distance. En 1931, alors qu'il sortait de l'Opéra national de Vienne, des assassins tendirent une embuscade à sa voiture. Zog ne se contenta pas de se baisser et de se mettre à couvert. Il sortit son propre pistolet et riposta, aidant ses gardes du corps à repousser les assaillants. C'était un fumeur invétéré notoire.
grillant, paraît-il, jusqu'à 200 cigarettes par jour. Et pourtant, c'était les gens qui tentèrent de le tuer, qui constituaient son plus grand risque pour la santé. Pour le roi Zog, les tentatives d'assassinat étaient moins une menace qu'un désagrément récurrent dans son emploi du temps quotidien. 20. Survivre à plus de 55 tentatives d'assassinat est impressionnant. Mais Fidel Castro a regardé ce chiffre et a dit « Tenez mon rhum ». Selon son chef de la sécurité, le dirigeant cubain aurait survécu à plus de 600 complots et conspirations visant à le tuer, pour la plupart orchestrés par la CIA. Et il ne s'agissait pas de simples attaques. C'était un catalogue d'échecs digne d'un dessin animé. Ils ont tout essayé. Un cigare piégé, un stylo plume avec une aiguille hypodermique dissimulée, une combinaison de plongée saupoudrée d'un champignon mangeur de chair, et même un coquillage piégé destiné à être placé sur son site de plongée préféré. Ils envoyèrent même une ancienne maîtresse pour l'empoisonner. Mais celle-ci aurait caché les pilules de poison dans son pot de crème de nuit, où elles se dissolvèrent. Il semble que la meilleure défense de Castro n'était pas ses gardes du corps, mais l'incompétence pure, presque comique, de ses ennemis. 21. Jean Bedel Bokassa était l'empereur autoproclamé de la République centrafricaine, un dictateur notoirement brutal et excentrique. Mais même les tyrans ont besoin d'un peu de chance. Lors d'une apparition publique, un assassin réussit à s'approcher suffisamment pour lui lancer une grenade en pleine direction. Le projectile mortel fendait l'air, sur le point de réduire l'empereur en une brume rouge, quand le destin intervint de la manière la plus banale qui soit. Un serveur, qui passait à proximité, leva instinctivement le plateau de service en métal qu'il portait pour se protéger. La grenade rebondit sur le plateau, partit dans une direction complètement différente et détonna loin de sa cible, sauvant la vie de Bokassa. La poursuite de son règne ne fut assurée non pas par un garde du corps d'élite, mais par un simple accessoire de table. Ce serveur méritait assurément une augmentation. Au 22, en 1972, le roi Hassan II du Maroc rentrait chez lui à bord de son Boeing 727 personnel lorsque sa propre armée de l'air tenta de l'abattre en plein ciel dans le cadre d'un coup d'État militaire. Des chasseurs rebelles criblèrent l'avion de balles, mettant un moteur hors service et menaçant de disloquer l'appareil. Alors que l'avion royal commençait à perdre de l'altitude, le roi comprit que la force brute ne le sauverait pas, mais qu'un bluff monumental pourrait le faire. Il saisit la radio et, avec un sang-froid stupéfiant, cria en se faisant passer pour un membre d'équipage. « Le tyran est mort! Le tyran est mort! Vive la patrie !» Convaincus que leur mission était accomplie, les pilotes rebelles cessèrent de tirer. Ils allèrent même jusqu'à saluer l'avion du roi, mort, en inclinant leurs ailes et escortèrent l'appareil endommagé jusqu'à un atterrissage en toute sécurité. Il ne s'en est pas simplement sorti vivant. Il a dupé ses propres assassins pour qu'ils lui servent de garde d'honneur. 23. Être un homme politique peut être dangereux, mais pour le Premier ministre espagnol Adolfo Suárez, la plus grande menace survint lors d'une partie de chasse avec un ami. Pendant la chasse, son compagnon fit pivoter son fusil pour suivre un oiseau, le pointant accidentellement droit sur la tête de Suárez. L'homme tira. À cette fraction de seconde précise, un seul et malheureux pigeon vola directement entre les deux hommes. L'oiseau reçut de plein fouet la décharge du fusil, explosant instantanément dans un nuage de plumes et sauvant la vie du Premier ministre. Ce fut le cas ultime d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour le pigeon, et le moment de chance le plus absolu pour Suárez. Il fut sauvé par un garde du corps à plumes qu'il n'avait jamais soupçonné. Un véritable agent des services secrets qui fit le sacrifice suprême de manière totalement accidentelle. 24. Venceslas Pillé, duc de Bohême au Xe siècle, était connu comme un souverain pieux et bienveillant, si bon, en fait, que son jeune frère assoiffé de pouvoir, Boleslav le Cruel, décida de le faire assassiner. Un groupe d'assassins attendait Venceslas en embuscade devant une église, prêts à lui tendre un guet-apens sur le chemin de l'office du matin. C'était un plan parfait. Mais ce matin-là en particulier, le duc, homme de routine et de prière, fit quelque chose de totalement contraire à ses habitudes. Il fit la grasse matinée. Après avoir attendu un moment sans voir la moindre trace de leur cible, les assassins s'ennuyèrent, conclurent qu'ils ne viendraient pas et rentrèrent tout simplement chez eux. La vie de Venceslas fut sauvée non pas par des gardes ou un pressentiment,
mais par une simple et paresseuse grasse matinée. Parfois, le bouton se rappel d'alarme est le système de défense le plus puissant au monde. 25. Imaginez-vous debout devant un peloton d'exécution. Votre sentence a été lue, votre sort est scellé. C'était la réalité du soldat britannique John Starks, condamné à mort pour désertion pendant les guerres napoléoniennes. Alors que les soldats du peloton d'exécution levaient leurs fusils et mettaient en joue, un ami venu assister à l'exécution s'avança pour une dernière poignée de main. Starks, à quelques instants de la mort, serra la main de son ami. Ce fut un adieu prolongé et solennel. Tandis qu'ils maintenaient main leur poignée de main, un cavalier fut aperçu au loin, galopant vers eux en agitant un document. C'était une grâce de dernière minute accordée par le duc d'York. Si la poignée de main avait duré ne serait-ce que quelques secondes de moins, l'ordre de tirer aurait été donné. Starks fut sauvé d'une salve de balles par le simple geste prolongé d'un adieu en bonne et due forme. 26. L'histoire de Walter Summerford est si extraordinaire qu'elle ressemble à une légende. Mais c'est un rappel glaçant que la foudre, apparemment, peut être rancunière. En 1918, alors qu'il servait comme officier britannique pendant la Première Guerre mondiale, le major Summerford fut frappé par la foudre à cheval, ce qui le paralysa de la taille aux pieds. Il se rétablit pour être de nouveau frappé en 1924 alors qu'il pêchait sous un arbre au Canada, ce qui paralysa le côté droit de son corps. Il se rétablit à nouveau. En 1930, il fut touché une troisième fois alors qu'il se promenait dans un parc, ce qui le laissa définitivement paralysé. Il mourut 2 ans plus tard. Mais la foudre n'en avait pas fini avec lui. 4 ans après sa mort, en 1936, un éclair frappa le cimetière et détruisit sa pierre tombale. L'univers ne voulait pas seulement le voir disparaître, il voulait effacer jusqu'au moindre souvenir de lui de la surface de la Terre. 27. L'histoire de James Bartley est l'un des récits de mer les plus célèbres et les plus débattus. En 1891, lors d'une expédition baleinière près des îles Malouines, le bateau de Bartley fut fracassé par un énorme cachalot. Il fut projeté à la mer et disparut, présumé noyé. Le lendemain, la même baleine fut capturée et tuée. Alors que l'équipage commençait à la dépecer sur le pont, les hommes remarquèrent un mouvement à l'intérieur de l'estomac de la baleine. Ils l'ouvrirent et, à leur stupéfaction totale, découvrirent James Bartley, inconscient mais vivant. Il avait passé plus de 15 heures dans le ventre de la bête. Sa peau avait été blanchie par les sucs gastriques et il fut aveugle pendant un certain temps, mais il survécut. Si certains historiens remettent en question l'authenticité de cette histoire, elle demeura pendant des décennies le récit de marin par excellence. L'histoire d'un homme avalé par un monstre et qui vécut pour la raconter. 28. J.P. Morgan n'était pas qu'un titan de l'industrie. C'était l'homme qui possédait la White Star Line, la compagnie qui avait construit le Titanic. En tant que propriétaire, il était naturellement prévu qu'il soit à bord pour la première traversée étincelante du navire, occupant l'une des suites les plus somptueuses. Ses bagages étaient faits et il était prêt à partir. Cependant, juste avant que le navire ne lève l'ancre de Southampton, il annula brusquement son voyage à la dernière minute. La raison officielle invoquée fut une maladie soudaine, bien que certaines rumeurs suggèrent qu'il était simplement accaparé par ses affaires ou par une maîtresse. Quelle qu'en fût la raison, sa décision de dernière minute lui épargna de sombrer avec son propre chef-d'œuvre, insubmersible. C'est l'exemple ultime d'un patron faisant le choix avisé de ne pas se présenter le premier jour dans un nouveau lieu de travail, et qui plus est très défaillant. 29. L'étrange cas de Hugh Williams relève moins de la chance d'une seule personne que d'un nom qui semble être une bouée de sauvetage cosmique. En 1664, un navire coula dans le détroit de Menai, au large des côtes du pays de Galles. Le seul survivant était un homme nommé Hugh Williams. En 1785, un autre navire coula exactement au même endroit. Là encore, il n'y eut qu'un seul survivant, et il s'appelait Hugh Williams. Puis, en 1820, un troisième navire chavira dans les mêmes eaux traîtresses. Une fois de plus, tous périrent à l'exception d'un seul homme nommé Hugh Williams. Les probabilités d'une telle triple coïncidence sont si incroyablement infimes qu'elles défient toute explication rationnelle. C'est comme si les dieux marins de ce détroit avaient une politique stricte. Nous prendrons le navire, mais nous laisserons Hugh Williams derrière nous.
30. Dans le monde mortel et perfide de la politique impériale romaine, être perçu comme un imbécile était un arrêt de mort. Sauf si l'on était Claude. Affligé d'une claudication, d'un bégaiement et de divers tics nerveux, il était considéré par sa famille, y compris par l'empereur psychopathe Caligula, comme un idiot inoffensif et embarrassant. Tandis que d'autres membres de la famille impériale étaient systématiquement empoisonnés, exilés ou exécutés au gré des luttes de pouvoir, Claude était totalement ignoré. Il était le bouffon de la famille, pas une menace. Puis, en 41 après GEC, Caligula fut assassiné. La garde prétorienne, prise de panique à l'idée de trouver un nouvel empereur, fit irruption dans le palais et découvrit Claude caché derrière un rideau, tremblant de peur. Les gardes ne le tuèrent pas. Ils le proclamèrent empereur sur le champ. Toute une vie passée à être sous-estimée devint son plus grand atout, lui permettant d'échouer vers le haut jusqu'à la position la plus puissante du monde. 31. Recevoir une balle et y survivre, c'est de la chance. Mais l'histoire de Wenceslao Moguel est d'un tout autre niveau. Pendant la Révolution mexicaine, en 1915, il fut capturé et condamné à mort par peloton d'exécution sans aucun procès. On l'aligna contre un mur et un peloton de fusiliers tira sur lui 9 fois, criblant son corps de balles. Pour s'assurer que le travail était fait, un officier s'approcha ensuite et lui administra le coup de grâce, un dernier tir dans la tête à bout portant. Par miracle, aucune des balles ne détruisit ses organes vitaux, et le tir à la tête traversa sa joue pour ressortir de l'autre côté sans toucher son cerveau. Il fit le mort jusqu'à ce que ses bourreaux s'en aillent, puis rampa jusqu'à un endroit sûr. Il vécut une longue vie, apparaissant même dans l'émission Replays Believe It or Not, connue à jamais sous le nom de El Fusilado, le fusillé. 32. Au XIe siècle, bien avant les frères Wright, un moine anglais nommé Aylmer de Malmesbury se persuada d'avoir percé le secret du vol. Il fabriqua une paire d'ailes rudimentaires, grimpa au sommet de l'abbaye de Malmesbury et, avec plus de foi que de connaissances en aérodynamique, se lança dans les airs. Contre toute attente, cela fonctionna plus ou moins. Il plana sur plus de 200 mètres, une distance supérieure à 2 terrains de football, avant qu'une rafale de vent ne lui fasse perdre le contrôle et ne le fasse s'écraser. Il survécut à l'atterrissage, mais se brisa les 2 jambes et resta boiteux pour le restant de ses jours. Il déplora par la suite que sa seule erreur avait été d'oublier d'ajouter une queue. Cet homme n'a pas simplement survécu à une expérience téméraire, il est devenu l'un des pionniers les plus précoces et les plus remarquables de l'histoire de l'aviation, le tout vêtu d'une robe de moine. 33. Anders Elstrup, le parachutiste norvégien, a failli être percuté par une météorite en phase de vol sombre. Mais que se passerait-il si l'une de ces roches cosmiques atteignait réellement sa cible? Au XIe siècle, bien avant l'aviation moderne, un moine anglais nommé Aylmer de Malmesbury se persuada d'avoir percé le code du vol humain. Il attacha une paire d'ailes artisanales à ses bras et à son corps, grimpa au sommet de l'abbaye de Malmesbury et se lança dans le vide. Étonnamment, son engin fonctionna, l'espace d'un instant. Il plana sur une distance remarquable de plus de 200 mètres, soit plus de 2 terrains de football, avant de perdre le contrôle et de s'écraser au sol. Il survécut à la chute, mais se brisa les 2 jambes, ce qui le laissa boiteux pour le reste de sa vie. Il aurait par la suite affirmé que sa seule erreur avait été de ne pas construire une queue pour assurer la stabilité. Cet homme n'a pas eu simplement la chance de survivre. Il fut un pionnier accidentel de l'aviation, des centaines d'années en avance sur son temps. Nous avons présenté 33 histoires de chance si absurdes qu'elles ressemblent à un bug dans la réalité. Mais l'histoire est un puits sans fond de folie, et nous savons que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Alors voici le défi. Quelle est cette histoire de chance incroyable que nous avons été de parfaits idiots d'oublier? Ne nous donnez pas simplement un nom, nous voulons l'histoire qui fait passer notre liste pour un truc bien sage. Lâchez-la dans les commentaires. Et si vous voulez voir lesquelles de vos suggestions figureront dans une future vidéo, explosez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous.